C'est bon. Bonsoir à tous, bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Jallieunas. Nous sommes le mardi 30 mai 2023, il est 19h30. Ce conseil est diffusé en direct sur la page Facebook de la commune et est fait aussi effectué en présence du public, que nous remercions. Alors, on va déjà commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 2 mai 2023. Alors, il y a eu quelques modifications qui ont été apportées. Monsieur Rex a voulu faire une précision qu'on a reprise. Madame Georges nous a fait aussi une remontée sur un mot. À part ces deux remontées-là que nous avons repris, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter ? Non. Alors, on va procéder à l'approbation de ce compte-rendu. Qui est contre l'approbation de ce compte ? Ah ! Non, j'ai oublié quelque chose. Je vais dire qu'il était présent et pas présent. Ah oui, on va commencer par là. Donc, est présent aujourd'hui à ce conseil Géraldine Aguiar, Thierry Béquit, Sophie Belmont est absente et a donné son pouvoir à Pietro Di Cioccio. Marianne Bruderier est présente, Sylvie Deschamps est présente, Gilles Descamps est présent. Madame Develay-Fabien est absente et a donné son pouvoir à Johan Mollard. Monsieur Di Cioccio Pietro est présent, Madame Franco-Maël est présente, Madame Garnier-Michelin Sophie est présente, Madame Georges Corinne est présente. Je suis présent, Madame Abizic est présente, Monsieur Jean est présent, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Mollard est présent, Monsieur Nemos est absent, il a donné son pouvoir à Monsieur Romanotto, Madame Nouet est absente, elle a donné son pouvoir, donc Madame Nouet est à une commission avec la communauté de communes sur le pacte fiscal et financier. Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Ray est absent, il n'a pas donné de pouvoir, Monsieur Nicolas Romanotto est présent, Madame Saltero est absente, elle a donné son pouvoir à Monsieur Martelin. Et Madame Tiranogina est présente. Voilà. Donc, je reprends là où je me suis arrêté concernant l'approbation du compte-rendu. Voilà. Qui est contre ce compte-rendu? Qui s'abstient? Madame... Comment? Je m'abstiens, j'étais absente. Ok. Donc on note Madame Géraldine Aguiar s'abstient. Parfait. Nous allons désigner un secrétaire de séance qui se présente. Monsieur Martelin sera secrétaire de séance. Et on va commencer par les décisions prises pendant ces 4 semaines. Alors, donc c'est des décisions qui font suite au vote du budget et aux différents achats que l'on a votés ensemble. Alors, tout d'abord, il y a l'acquisition des barnums. Donc, pour rappel, on avait des barnums. Ces barnums, suite à une tempête qui ont volé en éclats, suite à un prêt à une association, et il y a eu une tempête il y a 2 ans de ça. Et du coup, on n'avait plus de barnum. Donc, on a racheté 2 barnums. C'est des barnums de 18 mètres carrés, 6 par 3 pour être plus exact. Et donc, on a l'habitude de travailler à certaines sociétés. En l'occurrence, la meilleure proposition, c'était la société Col'Équipe, qui se trouve de mémoire à mes yeux. Et donc, c'est pour un montant de 2104,26 €. Ce que je voudrais juste rajouter par rapport à cette décision, c'est qu'on est en train de travailler, et notamment M. Romanotto ici présent, est en train de travailler sur une convention de prêt du matériel en général auprès des associations et aussi éventuellement auprès des particuliers, puisqu'on a une reconnaissance de matériel qui revient soit défectueux, soit qui ne revient pas. Et donc la mairie est partenaire de ces associations, peut aussi prêter certaines tables, certains bancs aux Jallieuromains, sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi tout prendre sur nous. Et donc, on est en train de mettre en place un cadrage sur comment on récupère le matériel, les inventaires qui sont faits, dans l'état dans lequel il est récupéré, très important. Et à un moment donné, oui, on mettra en place des cautions aussi et des assurances, parce que, comme je vous l'ai dit, on a quelquefois des mauvaises surprises et tout ça a un coût. Le TGS a été testé sur associé à cette protection. Oui, mais ça, de toute façon, tu présenteras certainement le mois prochain, voilà. Donc, on va le temps de présenter, c'est juste une petite parenthèse, voilà. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au barnum? Non? Ok. Ensuite, ça fait pareil, ça fait suite aux délibérations du dernier conseil. On a un projet avec les chances éducatives et le service jeunesse, le pôle jeunesse, de repeindre nos transformateurs Enedis. On en a ciblé 2 pour commencer. Alors, on avait voté aussi au budget, on a pour un coût total d'environ 6 000 €, mais on a près de 5 000 € de subvention, ce qui fait qu'à charge de la commune, on est à 1 000 €. Donc les 2 prochaines décisions, c'est justement pour mettre en
on pratique ces activités. Alors, c'est pas que le coût de la peinture, hein, c'est la totale, peinture et encadrement. Donc, la première décision, c'est une décision pour repeindre le compteur qui se situe, transformateur qui se situe chemin de Paradis. Voilà, le montant 2059 €, et c'est avec la société La Coulure. Cette même société La Coulure, l'association, pardon, l'entreprise La Coulure. C'est marqué association. Association La Coulure. Association La Coulure, excusez-moi. C'est marqué là-haut. Autre point, donc l'autre transformateur, c'est celui qui se trouve en face de la mairie, rue du Stade. D'accord. Et là, le montant, il est de 3 276 €. Donc, pour rappel, les jeunes vont, donc c'est un véritable chantier éducatif, vont travailler sur les dessins. On avait noté, je crois que c'est Thierry, je crois, qui avait soulevé ça, savoir si on pouvait savoir ce qu'ils allaient faire avant. Donc, oui, ça doit être pratique. Mais voilà, ils vont imaginer quelque chose et ensuite ils vont peindre, tout ça encadré bien évidemment par des personnes compétentes. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça va partir, ça serait prévu pour quand, Madame Tirano? Vous avez une date ou pas? Là, de toute façon, mercredi, on voit les responsables, on va déjà nettoyer on va commencer déjà. Donc bon, c'est un juin, juillet, ça... Ok, avec toi c'est toujours des surprises. Bah, oui, à un moment donné, il faut parler quand même. Ok, pas de problème. Non, mais c'est des surprises. Pas de questions sur ces transformateurs Enedis? La décision suivante, pardon. La décision suivante concerne les volets roulants de l'EPE, l'entrée périscolaire. Donc on a des volets roulants qui ne fonctionnaient plus, donc problème de chaleur, de plein de choses. Donc du coup on change 3 volets roulants pour un montant de 2693,96 € avec l'entreprise Ambition Store et Fenêtres. Donc c'est les mêmes technologies que ce qu'il y a sur les autres volets, avec le truc qui se baisse comme ça là en fonction avec le soleil et tout ça. Donc ça va permettre vraiment une meilleure isolation thermique, parce qu'en effet, en ce moment notamment, ça peut cogner à certains, surtout le matin d'ailleurs, c'est très salon, et puis même au niveau de la sécurité. Donc voilà, 2693,96 € avec la société Ambition Store et Fenêtres. Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous avais demandé s'ils étaient électriques ou solaires. C'est les mêmes que les autres, donc en fait c'est des électriques. C'est les mêmes que les autres. Je ne sais pas la marque, mais c'est exactement les mêmes que de l'autre côté pour qu'il y ait une continuité, une uniformité au niveau de tous les stores. Et puis nous allons commencer donc les délibérations du jour, et je vais laisser la parole à Gina qui va prendre un micro concernant la tarification de la restauration pour l'année 2023-2024, et éventuellement je me permettrai de faire des tirajouts si besoin. Alors, considérant l'existence d'un service de restauration scolaire communal, il est rappelé au conseil municipal que le décret paru le 29 juin 2006 indique les critères à prendre pour calculer les tarifs de restauration scolaire, fixés en fonction du coût des matières premières, du mode de production des repas et des prestations services. Pour mémoire, il est rappelé que le prix facturé aux familles ne traduit pas le coût réel d'un repas servi à la restauration scolaire, dans la mesure où ce prix n'intègre pas l'intégralité des coûts supportés par la collectivité, à savoir le coût des fluides, les fournitures, la masse salariale de tous les agents intervenant sur la pause méridienne. Pour rappel, le tarif de restauration scolaire pour l'année 2022-2023, applicable à compter du 1er septembre 2022, était d'un montant de 4,60 € par enfant et par jour de présence à la restauration scolaire. Avec la crise sanitaire et la crise ukrainienne, la commune subit de plein fouet une très forte diminution de ses capacités financières. Augmentation du coût des matières premières alimentaires, environ 3% selon l'INSEE. Augmentation du coût des produits alimentaires, environ 15% depuis un an selon l'INSEE. Augmentation des coûts de l'énergie, environ 80% selon le prestataire TE38 pour 2023. Inflation galopante depuis un an,
environ 6% selon l'INSEE. De plus, le prestataire de restauration scolaire a entamé des négociations avec la commune pour augmenter de façon exceptionnelle ses tarifs à hauteur de 15% en raison des arguments cités ci-dessous. Il est donc proposé au conseil municipal d'appliquer une augmentation de 6,5% sur le prix appliqué en 2022-2023 et de fixer le prix des repas pour l'année scolaire 2022-2023 pour un montant de 4,90 € et de modifier le règlement de restauration scolaire en conséquence. Des questions ? Oui, le début d'application du tarif, parce que 2022-2023, on va pas revenir en arrière. Septembre. C'est toujours, oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit depuis septembre. Oui, tout à fait. Théoriquement, dans la prise en charge par la commune, il y a la maintenance de l'électroménager et l'entretien du bâtiment, qui n'est pas inclus dans le prix du repas. Oui, c'est pour ça. Après, il faut savoir qu'un repas, c'est vrai que pour la commune, heureusement, on ne l'achète pas 4,60 €. Oui, je sais, mais oui. Ça figure pas dans la en plus, ce que vous dites, c'est qu'en plus de donc tout ça. Donc ça peut, si en ça fait, figure pas, ça peut être imputé. Voilà. En gros, il faut juste se dire, oui, parce que le personnel, en effet, on a augmenté de 3,5% le prix du personnel. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la maintenance, et justement lié à l'inflation des prix, les coûts de maintenance et contrats de maintenance ont aussi pris une envolée considérable, surtout sur certains équipements. Moi, ce que je veux juste rajouter, c'est que Sodexo, gentiment, Sodexo a mis une pression à la commune pour faire une augmentation rétroactive des tarifs au 1er septembre 2022. Donc ils ont été très insistants, bien évidemment, vu que contractuellement on n'était pas obligé d'accepter en cours de route, puisqu'à un moment donné on vote un budget en mars et puis on ne dépense pas rétroactivement. On a la crainte de se dire que si on n'acceptait pas, c'était tout simplement ils allaient rompre le contrat, il fallait se retourner assez rapidement. Donc on a répondu qu'on n'était pas d'accord bien évidemment pour une rétroactivité au 1er septembre, donc ils nous ont proposé le 1er mars. Ça je leur ai dit même réponse, non, on vote par année scolaire. Puis le 1er mai, et puis finalement, là j'ai pas de réponse, donc on va voir. Alors il y a le directeur régional de Sodexo que je devrais rencontrer pour en juin, là il a demandé à me voir. Donc on va discuter tranquillement. Bon, il faut être clair que toutes les structures, pour parler avec les différents collègues maires, ont aujourd'hui des augmentations minimum 10%, mais certaines ont 10% d'augmentation, là où nous on aura 15%, mais des tarifs plus bas, donc c'est kiff. Voilà. Voilà, donc on a décidé, c'est vrai, on prend encore sur les données de la commune, de n'imputer que 6,5% d'augmentation. Voilà, on estime que 5 € déjà, c'est vraiment un tarif vraiment, je ne vais pas dire prohibitif, mais ça fait tout de suite, ça peut faire beaucoup. 4,90, honnêtement, c'est honorable, en tout cas, on n'a pas le choix. Sachez juste que, voilà, au niveau de la cantine, ça change rien, il y a les 5 éléments. Et merci. Je fais une question, vous touchez toujours la primonilée? La quoi, pardon, j'ai pas entendu. La primonilée. Non, je ne sais pas ce sur que le c'est. produit laitier. Alors ensuite, déclaration des consommations Bon, par rapport aux produits frais. On va le noter, on va vérifier ça. La prime Onilait. O-N-I-L-A-I-T. O-N-I-L-A-I-T. Onilait. Parfait. Juste en complément. Prends le micro, s'il te plaît, parce qu'au fait, là-bas, on ne s'entend pas bien. Donc, date d'application septembre et le taux de 15% n'est pas encore acté. C'est ça? Non, c'est justement pour la rentrée prochaine, donc pour septembre. Donc on fait 6,5 sur les 15% qu'on. Potentiellement. Potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est soit on continue avec eux, on se prend 15%, soit on refait le marché et puis on a la chance d'avoir des prestataires d'aussi bonne qualité ou même de meilleure qualité moins chère. Après, moi je veux bien pas au Père Noël, mais en tant que crise énergétique et d'inflation alimentaire, je crois pas trop, mais après voilà, on travaille dessus aussi quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais maintenant, je vous laisse la main. Vous avez d'autres questions? Donc, qui est contre le conseil par ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Merci à vous. Nous allons passer à la délibération suivante, qui est une délibération, je pense qu'on va prendre à peu près 15 fois. Une délibération, alors l'État est très gentil, mais à un moment donné, ils sont aussi, je vais être franc, un peu fatigants. Ils nous donnent la possibilité d'avoir une subvention, sauf que c'est jamais comme ils veulent. Un jour on nous dit blanc, un jour on nous dit noir. Bref, aujourd'hui on nous dit qu'on a le droit à une DETR de près de 40% pour le chauffage, et il s'avère finalement qu'on n'a plus que 20%. Donc il faut reprendre une délibération en inscrivant une demande de subvention à hauteur de 20%. Il est très probable qu'en septembre il y ait encore autre chose. Bref, il y a, voilà, quand on entend l'État qui est près de ses élus, oui peut-être, en tout cas est-ce qu'il les écoute, ça c'est encore autre chose. Bref, donc la délibération suivante, c'est une délibération concernant la demande de subvention du chauffage. Juste pour rappel, nous avons prévu au budget, nous avons inscrit au budget un montant qui prenait en compte 40% de subvention du chauffage. Comme finalement on passe à 20%, forcément il y a un peu dans la raquette. Sauf qu'en contrepartie, on n'avait pas inscrit au budget la subvention de la communauté de communes, qui est à hauteur de 40%, soit 50 000 € du prix du chauffage. Donc ça ne fera pas boiter, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Sauf qu'on va prendre le temps quand même de faire correctement les choses. On va essayer de voir par rapport au décret tertiaire. Vous savez, dans les bâtiments publics, nous devons mettre en place des diagnostics énergétiques dans le cadre de la loi climat et résilience. Dans le privé aussi, c'est pareil quand vous les louez. Bref, il y a de nombreuses normes désormais qui viennent se greffer. Et donc, on doit faire des diagnostics qui ne sont pas les diagnostics qu'on a pu faire par ailleurs, notamment sur le chauffage, mais qui sont vraiment quelque chose de dédié pour pouvoir bénéficier aussi éventuellement d'autres subventions type des SIL. Donc, la DSIL, c'est la dotation de soutien d'investissement local, qui peut aussi être mobilisée pour ce type d'équipement, sauf que c'est toujours pareil, quand vous faites une demande, après vous êtes bloqué pour le reste. Et donc là, en l'occurrence, pour le chauffage, c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on fait une demande de DETR pour ça, on ne peut pas le faire pour ailleurs. Donc on estimait que c'était le gros projet de l'année, donc c'est pour ça qu'on fait passer cette DETR, et même si elle est plus de 40, mais de 20%, au passage, l'État baisse les dotations des collectivités locales. Donc, la DETR pour la commune, puisqu'on est classé commune riche, oui, riche, elle a toujours été de 20%. Voilà. Elle est toujours c'est pour les communes dites non riches où elle est à 40%. Alors, justement, sauf que les critères sont en cours, et en fait, dans les critères, c'est quand même assez exceptionnel. Dans les critères, donc, alors, PV par habitant, il y a plein de choses. Il y a, et je le répète tout le temps, il y a des critères qui datent de Mathusalem. Il y a par exemple la longueur de voiries. Plus vous avez une commune avec des voiries longues, et plus c'est un critère de richesse. C'est un peu comme à l'époque, l'impôt avec la dîme, avec l'impôt sur les portes et fenêtres. Plus vous avez de portes, plus vous avez de fenêtres, plus vous êtes riche. Donc nous, c'est la longueur des voies. 32 km. Donc 32 km, merci Gilles. Donc j'avais pas justement, voilà, donc 32 km. Donc pour ça, c'est un critère de richesse et cumulatif. Sauf que, j'ai tout le temps, pour moi, c'est un critère de pauvreté. Parce que depuis le 1er janvier 2017, c'est à la charge de la commune. Et ça nous coûte énormément. C'est d'ailleurs pour ça que Saint-Romain et puis d'autres communes, bien évidemment, souhaiteraient que cette compétence soit reprise par la communauté de communes. Ça fait partie des débats, notamment dans le cadre du pacte fiscal et financier, et c'est aussi pour ça que Madame Nouet est aussi ce soir à ce pacte fiscal et financier, parce que c'est vrai qu'on les voit comme vous, les trous sur la route, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que dès que vous faites faites venir un bétonnier, et ben, ça coûte les deux bras, et c'est très compliqué. Voilà, on est tout. Ah, DETR. Voilà, donc la DETR, grosso modo, c'est la même délibération que je sais plus le mois dernier ou le mois d'avant. C'est juste pour que, voilà, on a eu la préfète qui nous a émis une recommandation pour qu'on se conforme à la recommandation et on a mis le tableau de financement parce qu'on nous a dit que c'était facultatif, mais on préfère le mettre pour que ce soit sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc qui est pour cette modification, qui est contre cette modification, qui s'abstient? Je vous remercie, acceptez l'unanimité. Nous allons passer à la délibération suivante, qui est une délibération relative aux ressources humaines. Alors, cette délibération concerne le recrutement d'un adjoint administratif territorial au service bibliothèque en contrat aidé. Alors, je suis au regret de vous dire que, on m'a permis de la nommer, de vous dire que donc, Catherine, notre bibliothécaire qui est là depuis le 1er juillet 2018, a
fait une demande de démission, que j'ai acceptée, pour raison personnelle. Elle va habiter un peu plus loin que Saint-Romain et elle a de très beaux projets personnels, donc on lui souhaite que ça se passe tout bien comme elle veut. Dommage pour nous parce qu'elle va beaucoup nous manquer. D'ailleurs, entre parenthèses, le petit message, c'est que au moins les élus nous seront invités à son pot de départ au niveau du 30 juin. Donc voilà, ça c'est aussi un message qui est passé. L'objectif, bon, c'est d'essayer de trouver quelqu'un d'aussi compétent et d'aussi agréable que Catherine. On a la chance d'avoir eu le nez creux il y a maintenant 1 an et demi, de recruter Susanna, qui était recrutée aussi en contrat aidé. Elle a été recrutée en contrat aidé en janvier 2021 et du coup elle passerait sur le poste de Catherine à temps plein puisqu'elle sait faire tout ce que Catherine sait faire et puis du coup son poste de 22 heures par semaine serait libéré et donc ce poste on le rebascule et on fait une demande de PEC, parcours emploi compétences. Donc c'est un contrat aidé aussi où sur les 22 premières heures l'État prendra en charge entre 40 et 45% de la rémunération de la personne. Alors pourquoi une fourchette? C'est parce qu'en fonction des arrêtés préfectoraux, ça change. En tout cas aujourd'hui c'est entre 40 et 45%. Une fois que cette délibération sera passée, nous allons lancer le recrutement en collaboration justement avec Susanna et Catherine parce qu'on n'a pas le regard de technicienne qu'elles peuvent avoir elles au quotidien. C'est d'ailleurs comme ça aussi que ça avait réussi avec Susanna lorsque Catherine a participé au recrutement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? La prise en charge de 40 à 45%, c'est charges sociales et patronales incluses? C'est une aide forfaitaire. Donc non, c'est sur le brut. C'est sur le brut, c'est une aide forfaitaire. Alors après, si on est à 4700 et des brouettes, sur un temps plein, le proratiser, c'est un produit en 40% du brut. Voilà. C'est une aide forfaitaire ASP. C'est la même chose qu'à votre époque, parce que ça fait depuis l'époque, ça a changé de nom, ça s'appelait CAE. Donc voilà. D'autres questions? Donc, qui est contre cette demande de recrutement? Qui s'abstient? Je vous remercie. Accepté à l'unanimité. Nous allons passer, comme j'ai perdu mon ordre du jour, mais si j'ai bien placé dans l'ordre, ça devrait être bon, à la création de 4 emplois saisonniers job d'été. C'est bien ça? Eh bien, c'est parfait. Pareil, comme chaque année à cette époque, nous embauchons des jeunes de 16 à un peu plus, mais on essaie de prendre des jeunes qui n'ont pas la possibilité forcément de travailler dans le droit commun classique. On les embauche au service technique. Là, la délibération, ça concerne la création de 4 postes saisonniers. Donc vous avez pu le voir, normalement il y a des dates du 3 au 21 juillet, du 17 juillet au 4 août, du 31 juillet au 18 août et du 14 août au 1er septembre. Donc ce sont des CDD saisonniers. Donc les emplois, les tâches sont les tâches des services techniques, à savoir l'entretien de la commune. Et bien évidemment, ces jeunes ne sont jamais seuls sur le travail, ils sont toujours accompagnés de leur tuteur et donc d'un agent des services techniques expérimenté de la commune. On a beaucoup de jaleux romains qui nous ont dit je vous ai envoyé une candidature, j'ai pas eu de retour. Oui, parce que en fait, on n'avait pas encore délibéré. Les candidatures sont étudiées par ordre d'arrivée. On a reçu beaucoup de candidatures et donc, en fonction des dates, on va rappeler, donc, Ken, ici présent sur la droite, notre directeur, va rappeler d'ici la fin de semaine, donc normalement d'ici vendredi, les personnes et les 4 premiers vont être pris en entretien. Et si les jeunes viennent en entretien et si les jeunes sont motivés, bien évidemment qu'ils seront embauchés. Et puis voilà, donc ils auront une réponse d'ici à mi-juin pour qu'ils puissent s'organiser pour leurs vacances d'été. Est-ce que vous avez des questions? Pas forcément de questions, c'est une délibération que vous connaissez qui est prise depuis des années, il n'y a pas de nouveauté. Voilà, est-ce que vous êtes procédé au vote? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc accepté à l'unanimité. Une délibération maintenant qui concerne, qui va être
présenté par l'adjoint de travaux, M. Raffaelli, qui concerne la dénomination et le numérotage de voies de la commune. Il y a de nouvelles voies qui sont créées. Gaël, est-ce que tu peux nous les présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous. Donc une délibération qui concerne les 3 voies qui sont donc créées et qui sont issues en fait de divisions parcellaires. Il s'agit de l'impasse des Marguerites, qui est une voie perpendiculaire au chemin du Ravola, de l'impasse des Vernes, qui est perpendiculaire à la Girine, et enfin de l'allée de la Pépinière, qui est perpendiculaire également à la rue de la Girine. Les propriétaires des voies privées ont donné leur accord à la dénomination de leur voie. Rien de plus. Il est donc proposé au conseil municipal de valider les noms attribués aux voies communales intitulées Impasse des Marguerites, Impasse des Vernes et Allée de la Pépinière, et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. Merci Gaël. Je vais donner maintenant la parole à Sylvie concernant le revenu du bail. On a fait une petite explication dans la délibération. Sylvie, je te laisse la parole. Les bails précaires au-dessus de la poste. Bonsoir à tous. Donc nous avons un appartement au-dessus de la poste, un T4, qui est actuellement occupé par une famille. Nous n'avons pas réussi à leur trouver de logements sociaux. Donc on est encore en recherche. Donc on propose, ils avaient un bail pour 6 mois, donc il va s'arrêter au 30 juin. Donc je propose que l'on leur proroge pour 6 mois, de façon à ce qu'on ait la possibilité de leur trouver un logement qui convienne. Alors il est bien évidemment que le T4 c'est difficile à trouver, donc voilà. Donc je vous propose de proroger ce bail du 1er juillet au 1er janvier 2024. Éventuellement il sera reconduit, mais bon ça j'espère que non. Et le loyer reste le même, à savoir 610 €. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on peut passer. C'est pas de question, on vote. Donc on peut passer au vote. Est-ce que des gens sont contre ce renouvellement de bail? Est-ce que les gens s'abstiennent? Ben, je vous remercie. Donc accepté à l'unanimité. Nous allons passer à une délibération concernant la régularisation des commissions municipales. Alors ça c'est pareil, pendant des années on a voté des commissions municipales, ça ne posait pas de problème. Et bizarrement depuis quelques temps, la préfecture nous fait des lettres d'observation. Donc on reprend les lettres d'observation qu'elle nous dit, mais on l'a fait comme il y avait avant. Bref, c'est pas très grave, c'est juste que c'est une sémantique, mais c'est important de le dire, de le signaler quand même. Les commissions municipales, en fait, sont composées que d'élus. Et quand on avait voté à l'époque, vous vous souvenez, on avait fait les commissions municipales avec les élus. Il y avait aussi marqué la colonne président, le maire, mais en fait, le maire est président d'office, donc il ne faut pas le signaler, et il ne peut pas faire partie des élus pour certaines commissions. Et ensuite, on avait mis les externes. L'État nous a demandé de refaire passer la délibération et d'enlever la colonne président avec le maire et d'enlever la colonne où il y a les externes pour coller avec le terme commission municipale. Voilà. Donc du coup, on a repris ce qu'ils nous ont dit, donc on a remis exactement, à moins que les services d'élection, on a remis exactement les mêmes commissions. Et à la différence près, on en a sorti 2 qui feront l'objet des 2 délibérations suivantes, une qui sera présentée par Sylvie et l'autre qui sera présentée par moi, puisque ces 2 délibérations précisément doivent être votées différemment de celles que vous avez sous les yeux. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à vous écouter. Si vous avez des questions, ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans les commissions et refaire les votes de toutes les commissions? On a prévu l'urne qui est là derrière.
Donc, vous n'avez pas de questions. Par rapport à ce que j'ai dit, donc enlever la colonne président et enlever les membres externes pour coller avec la loi. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, vous acceptez à l'unanimité. La prochaine, elle est pour toi, Sylvie, cette fois-ci. J'ai un peu spoilé, mais c'est concernant le CCAS. Oui, c'est la même chose. Le CCAS, d'habitude, on inscrit les gens, les élus, et on inscrit les gens, puisque le CCAS est composé de autant d'élus que de membres extérieurs qui sont là, qui participent au conseil d'administration. On nous a demandé d'enlever les gens extérieurs. Donc, je vous repropose de revoter. En précision, les membres extérieurs seront nommés par arrêté du maire. Voilà. Mais bon, on ne change rien, on est une bonne équipe, donc On va les garder. et on veut bien les garder. Donc voilà, je vous propose de revoter la même équipe que jusqu'à présent, quoi. Et on vote que les membres du conseil municipal. Pareil, s'il y a des gens qui veulent l'en rajouter, hein, mais c'est possible aussi de faire partie de la CCS. Titulaire et suppléant, c'est vrai. Parce que là, on les distingue pas dans le tableau. Alors non, là c'est que les titulaires. On a les titulaires, mais on va corriger. En conséquence, on pose des candidatures, on va enlever les titres suppléants. Il n'y a pas de Voilà, oui, les suppléants, ce sont les gens extérieurs. Eux sont. Non, c'est même pas des suppléants. C'est pas des suppléments. C'est une faute, c'est des membres à part entière, mais ils ont le statut des membres extérieurs nommés par arrêté. Voilà. Donc, Voilà, pas de candidature. Pas d'autres questions non plus. Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Merci Sylvie, même peine, même punition. La même chose avec une délibération qui concerne la commission de délégation des services publics. Donc c'est une commission qui est obligatoire, c'est une commission qui sur notre mandat ne se réunira pas, puisqu'il faudrait qu'on fasse une délégation de services publics concrètement, par exemple si on a un service de transport, on aurait une DSP, une délégation de services publics, on donnera un prestataire privé. Bon, en l'occurrence, on n'a pas du tout ce type de choses sur notre commune. Toujours est-il qu'il faut la voter. Pareil, on la sort, il faut que ça fasse partie d'une délibération à part entière. Si vous n'avez pas de questions, c'est pareil. S'il y en a qui veulent se rajouter, les membres, c'est donc M. Rappeli, Mme Louet, Mme Georges, Mme Deschanoz, Mme Tirano, Mme Apizité. Est-ce que vous avez des questions? Non. Désolé, mais c'est comme ça. Ça se trouve, d'ici la fin du mandat, on va encore 2 paramètres au carré. Si pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour le vote à l'unanimité. Parfait. Je crois que l'ordre du jour est épuré, si je ne me trompe pas. L'ordre du jour est épuré. Ok, on va procéder au tour de table. Et puis je vais commencer, si ça vous dérange. Je sais pas, comme ça, si ça vous dérange, je vais commencer. Allez, parce qu'il y a des questions d'actualité. Et après, je vous donnerai la parole. Hop. Alors, juste vous préciser par rapport au dernier conseil municipal, vous avez informé de la création d'une classe Ulysse sur la commune. Donc cette classe Ulysse, on a un petit peu plus d'informations concernant l'organisation. Il y aura normalement, et peut-être Mme Akzig et M. Mellard pourront amender ce que je vais dire. Donc cette classe sera, alors pas la classe Ulysse sera bien en élémentaire, il y aura une classe en maternelle, du côté maternel, à savoir que on n'a pas 2 écoles à Saint-Romain, on a bien une école élémentaire pour les 2. Et donc, ça serait, les niveaux ont été vus, c'est quoi? C'est grande section CP ou pas? C'est pas encore défini. Donc les niveaux sont pas encore définis. Il y a de grandes chances que ce soit des CP qui aillent côté maternel. D'accord. Toujours est-il qu'au niveau de l'information, on a eu comme écho qu'il y aurait entre 10 et 12 élèves, donc pas forcément 12. Il y aurait 3 CM2, 3 CM1, quelques élèves de CE1 et CE2 dans cette classe Ulysse, et qu'il n'y aurait pas de CP. Que ces enfants seraient atteints, on peut dire, d'un handicap léger,
et que d'ici fin juin, les enfants concernés, les parents concernés des enfants, pourraient recevoir leur notification Ulysse pour pouvoir intégrer l'école, leur classe, à partir de septembre. Et dès la réception de cette notification, l'inscription se fera en mairie. Donc j'ai la confirmation qu'il y aura bien des enfants déjà romains dans cette classe. Pas que, je l'avais déjà signalé, mais en tout cas, des demandes auprès des parents ont été faites dans ce sens-là. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc c'est des informations complémentaires. Juste une question. Est-ce que l'effectif de cette classe rentre en compte dans Oui. le potentiel des élèves pour les fermetures de classe? Oui, mais Oui. pas l'enseignant en fait. Oui. La classe ne compte pas, mais les enfants comptent. Voilà. Les enfants comptent, mais pas l'enseignant. Donc en fait, on va avoir 14 classes l'année prochaine avec les 10. Mais quand on regardera les effectifs, on considérera que l'école n'a que 13 classes. Par contre, les 10-12 élèves, on les comptera dans l'effectif. Ça fait tomber la moyenne de 14 et en France. Même si les seuils ont été abaissés, ce qui est plutôt bien. La question, alors je poursuis. Un petit point adressage. Aujourd'hui, nous sommes à 62% des certificats envoyés au Jalur romain. La date de livraison des plaques est prévue, elle a été reportée, donc est prévue pour le 15 juin. Suite à des remontées, juste rappeler que l'extrait cabis, le changement d'extrait cabis pour les sociétés est gratuit. Il faut le faire par infogreffe. Ce n'est pas gratuit pour les statuts, mais ce n'est pas obligatoire. Juste vous dire aussi que la date que j'ai fait remonter était le 2 mai, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 1er juin, c'est-à-dire vendredi, pour faire vos changements d'adresse pour les cartes grises. Pour les cartes grises sur le site ANTS ou sur le site de l'État. Vous mettez changement d'adressage.gouv.fr, vous allez tout de suite tomber dessus. Pour le changement de carte grise, c'est très simple et très rapide. Je vais prendre mon cas personnel, je l'ai fait samedi, je l'ai reçu hier. Non, aujourd'hui, on est mercredi, On est mardi. non, je l'ai fait vendredi, et je l'ai reçu hier. C'est juste une étiquette. C'est très court et c'est aussi gratuit. Juste vous préciser aussi que l'espace en service est disponible, que nous sommes disponibles si vous avez des difficultés. Et depuis peu, alors, je n'ai pas encore communiqué, j'ai eu aujourd'hui Patricia, donc, la propriétaire du tabac presse, elle va proposer un service supplémentaire au niveau du bureau de tabac et notamment pour les changements de carte grise. Donc, d'après, ce serait aussi possible de le faire au niveau du bureau de tabac. Il y a d'autres aussi possibilités. Elle vous expliquera, elle rajoute une offre de service. Et donc, on va communiquer, elle va faire un petit point et on communiquera sur nos réseaux pour que j'ai le Romain et puis d'autres, parce que quand on a entre 600 et 800 passages par jour, une bureau de tabac de Saint-Romain, ce n'est pas forcément que des jalets romains. Mais il y aura une borne de libre service pour effectuer un certain nombre de démarches, dont le changement de carte grise. Peut-être aussi payer les amendes, des choses comme ça, bref. Mais tout ça, ça sera sur les réseaux dans quelques jours. Elle m'a informé tout à l'heure, elle m'a appelé. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Pour les anciennes immatriculations. Pour les anciennes immatriculations, c'est 2,96 €. 2,96 €, mais le gros problème, et c'est vrai, c'est que ce n'est pas la même démarche, et c'est vrai qu'à votre charge, il y a les plaques à changer. Voilà, un coût de entre 30 et 40 € au début. Alors, pour être plus précis, pour les vieilles immatriculations, celles qui se terminaient par 4 chiffres de lettres et de chiffres, et aussi pour les personnes qui changeraient pour la 5e fois, je crois, leur pour les professionnels du changement d'adresse ou des déménagements. Désolé pour eux. Voilà, alors j'ai pas eu le cas encore sur la commune. On a plus suivi remonter sur les vieilles plaques, notamment les vieux tracteurs, des choses comme ça, que pour les personnes qui ont déménagé plusieurs fois. Les sénatoriales. Alors, les sénatoriales, elles ont lieu donc à 18h ici, en salle du conseil, élection. Je vous rappelle qu'il faut. Alors, c'est le 9 juin à 18h. Il n'y aura que ça. Il n'y aura pas de tour de table. Le public pourra être là, mais il n'y aura pas après on ne donnera pas la parole au public. Parce qu'on a déjà fait un conseil aujourd'hui, on en fera un autre fin juin, début juillet, je crois. Donc là, on est vraiment sur les sénatoriales. Pourquoi le 9 juin? Tout simplement. Oui. Alors, c'est le vote. Alors, après, je vais rentrer dans les détails. Pourquoi cette date? C'est tout simplement parce que l'État a fixé pour notre département, je ne sais pas ailleurs,
que les élections se fassent uniquement le 9 juin de 18h à 21h. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Ça bouleverse un peu le planning de quelques adjoints, notamment des commissions participatives, mais on va se dépatouiller. Les conseils du quartier, pardon, qui ont lieu à 19h, je crois, mais on commence à 18h, normalement, ça ne devrait pas le faire. On va élire des grands électeurs, une liste de grands électeurs, par parité. Alors, pas autant d'hommes que de femmes, parce que forcément, c'est un nombre impair, mais à ce jour, donc il faudrait faire remonter des noms. Et si on n'a pas les sectes, c'est pas grave, on peut quand même, on aura une liste incomplète, on aura moins de grands électeurs, mais à ce jour, et je demanderai aux personnes qui sont manifestées de faire un écrit par mail, parce que ça a été fait à l'oral, donc je voudrais qu'il y ait une trace écrite. À ce jour, les personnes qui sont positionnées, c'est Madame Nouet, Monsieur Romanotto, Madame Georges, Madame Tirano et moi-même. Ce qui fait 2 hommes, 3 femmes. Donc potentiellement, il manquerait un homme et une femme. Okay. Donc je vous invite rapidement à nous transmettre votre contact, ce serait très bien qu'on ait donc 7 grands électeurs qui voteront dans un deuxième temps pour les sénatoriales qui auront lieu au mois de septembre, le 24 septembre. Aujourd'hui, je ne sais même pas dans quel lieu ça se passe. Je ne sais pas encore, mais bon. Préfecture. Voilà. Donc Grenoble. On prendra un minibus, on emmènera tout le monde au même moment. Donc voilà, donc il nous manque 2 candidats, un homme, un féminin, oui, et une femme, pardon. Voilà. Et puis après, il peut aussi y avoir 4 suppléants. On a déjà du mal à avoir les 7. Je voudrais juste rappeler quelque chose, parce que souvent, très souvent, je peux le dire, avant d'être maire, j'avais pas trop de visibilité sur les missions des sénateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que les sénateurs, c'est plus un relais des élus. Par rapport à un député qui va être plus sur le terrain, les sénateurs voilà, peuvent aider les maires pour débloquer certaines situations. J'ai eu l'occasion de faire appel, alors tous sénateurs confondus, parce que je n'ai pas forcément le parti politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel sénateur ou le député ou peu importe qui va m'aider à régler un problème que j'ai intrinsèque à la mairie. Voilà. Donc ça c'est important. On rappelle juste que voilà, en tout cas, la majorité, on est sans étiquette politique, donc ça je tiens à maintenir. Donc juste vous dire que oui, pour un certain nombre de choses, je les contacte sans voilà, et le premier qui répond, eh ben, c'est bingo, et voilà. Et donc c'est vrai qu'on a un lien particulier avec ces sénateurs, et c'est pour ça que le commun des mortels et le grand public n'a pas forcément de contact avec ces sénateurs. Il faut juste savoir qu'il y en a 5 en Isère. Le ministre est représenté par 2 personnes. Voilà. Les candidats, je les connais. L'appel à la candidature, je crois, n'a pas encore été fait, donc je ne sais pas quels candidats se présenteront, même si j'ai quand même une petite idée. Hein. Il y en a certains qui vont forcément se représenter, puis il y en a d'autres qui vont sortir du chapeau. Voilà. Je vais parler d'un sujet qui a fait grand bruit, c'est très de le dire, donc les effarouchages et les bruits qu'on peut entendre. Je tiens à signaler, on est dans une société qui est de plus en plus, je vais dire, hystérique. On habite en campagne, on habite dans un village rural. On a décidé de faire appel à la bonne volonté de tout le monde. On a communiqué sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de Jalles-Romains, mais pas forcément en mal, je tiens à le signaler, nous disaient « j'entends des pétards, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ». Donc l'objectif de la communication, c'était ça dans un premier temps, mais aussi, et c'est vrai, des personnes qui se plaignaient par rapport, alors, plutôt riveraines, par rapport aux horaires à laquelle ces pétards se faisaient. On a essayé d'être le plus consensuel possible parce qu'il est hors de question pour moi de faire un arrêté préfectoral interdisant l'effarouchage, tout simplement parce que sans effarouchage, nos amis les corbeaux et autres oiseaux mangeraient toutes nos cultures, et après qu'est-ce qu'on mange? Nous. À un moment donné, le métier de l'agriculteur est déjà assez compliqué, alors j'entends après les bonnes paroles et les bons penseurs qui vont nous apprendre comment on fait pour peut-être, qui apprendront peut-être à certains éleveurs comment ils font pour produire différemment. Mais si ce n'est pas un agriculteur, c'est beaucoup d'agriculteurs. Alors c'est vrai, c'est la première année où il y a autant d'effarouchage. Peut-être que c'est aussi la première année où il y a autant d'oiseaux, je ne sais pas. Mais toujours est-il que lorsqu'on plante des graines, quand on sème des graines, et bien forcément il y a des oiseaux qui viennent. Et derrière, il va falloir l'agriculture et avoir une productivité importante qui va nourrir nos assiettes, et bien il faut aussi protéger. Donc moi je veux bien protéger la paisibilité des Jalles-Romains. Donc c'est en ce sens-là où on a fait un courrier auprès des agriculteurs, voilà, en évitant les
des horaires tôt le matin, on a eu à 5h30, 6h du matin, voilà. On a rappelé la réglementation, mais il n'y a jamais eu de réglementation à ce sujet-là. Et je compte perdurer dans cette histoire en disant juste que les agriculteurs, ils ne font pas ça pour le plaisir. Voilà. Et les gens, il faut qu'ils sachent qu'on est en commune rurale et on a la chance d'avoir des terrains verts sur notre commune et des terrains qui sont cultivés. Et donc, on a fait cette publication. On a eu des réponses d'ailleurs qui expliquaient qui était bien, tant mieux, de la part des agriculteurs pour expliquer tout ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être pour ou contre, toujours tout. Des fois, il faut être un peu dans le mérite. Voilà, il faut un peu de consensus. Okay. Voilà, donc je tenais juste à préciser cette façon de faire. Je voudrais aussi parler du sondage qui a été fait. Donc c'est un projet de mandat donc sur l'espace intergénérationnel qui s'appelle Jalioparc avec un K. Je n'étais pas fan du K, je pense autour de cette table aussi, mais voilà, en tout cas c'est les jeunes qui ont décidé. Voilà, Jalioparc, comme il était convenu, on souhaite avoir l'avis des personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans ce Jalioparc. Donc tout ça va tourner jusqu'au 9 juin dernier délai sur les réseaux sociaux, sur le site et sur différentes façons de pouvoir faire remonter votre volonté et aussi des affiches, des flyers, des tracts qui sont installés au niveau des commerces. Aujourd'hui, alors on se parle, parce qu'on est en train d'étudier plein de choses, on n'a pas 150 lieux, on privilégie un espace au niveau de l'ancien skatepark et on est en train de faire différentes études pour voir si tout est possible. Alors on se parle, il n'y aurait pas forcément de problème. Après, sinon, on a Vernet, on a une chance sur une de tomber sur un vestifié le romain. Voilà. Le but du jeu, c'est de trouver quand même un endroit, j'entends, qui ne soit pas forcément des habitations, mais qui soit quand même un endroit qui soit accessible un peu pour tout le monde. Quand on trace un trait, finalement, à cet endroit-là, on est quasi au centre de la commune. On n'est pas loin du port, on n'est pas loin du Chevalement, dépensé du centre. Certes, Daran est un peu plus éloigné, mais après, ça n'empêche pas de prendre son vélo. Sachant que pour y accéder, bien évidemment, il y aura aussi tout un travail qui sera fait sur l'accessibilité, sur la mobilité. Sur cet espace-là, il y a quand même la commission jeunesse, le CME, le conseil municipal enfant, la commission travaux, la commission écologie qui est dessus pour essayer de trouver quelque chose qui puisse permettre à nos jeunes, mais pas que, de pouvoir pratiquer certaines activités. Et voilà, donc tout ça va aussi se nourrir parce que rien n'est prêt en 2024, on prépare le dossier cette année et on présentera pour le budget 2024. Monsieur Bourzi, oui. Il aurait été souhaitable que ce projet soit présenté en conseil municipal comme vous le faites ce soir, avant, à la place de le découvrir sur les réseaux sociaux. Donc si on ne sert à rien, dites-le. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui se passe, non, c'est pas ça. Le Jalioparc, ce qu'il va y avoir dedans, je souhaite, et c'est vrai, je souhaite que ça ne vienne pas de la tête des élus. Donc je consulte avant, parce que c'est pas de la tricherie, on en parle depuis un moment, et puis surtout, c'était dans la profession de foi. Ce qui est important pour moi, c'est de le voir à l'envers. C'est-à-dire que dire qu'il y avait un parc, on le savait, c'est marqué dans la profession de foi, j'en parle depuis un moment. Par contre, ce qu'il va y avoir dedans, ça, c'est pas encore acté. Le lieu, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est juste qu'on a travaillé dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit inversé. Par contre, en effet, ce qui va être prononcé en conseil municipal, c'est ce qui va ressortir des jalons. C'est ça qui est important pour moi. Donc non, c'est pas l'histoire de savoir servir à quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est le processus qui est inversé. C'est notre façon de faire. On n'a rien signé encore. On n'a pas signé le chèque. C'est un processus qui me dit quand je préfère être informé avant que les autres soient informés. C'est un conseil municipal, il est fait pour être informé. Vous ne saviez pas qu'il allait y avoir un espace intergénérationnel Dans le lieu, vous le dites, non? Non, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. D'accord, c'est une hypothèse, mais vous en parlez, vous informez. Oui, ben voilà, vous savez, j'en avais déjà parlé préalablement, j'en ai parlé aussi en public, j'en ai parlé aussi pour les deux du greffe. Après, peut-être que l'information du greffe n'était pas fort claire. C'est pas le problème que vous en parliez, c'est le problème que vous n'en parlez pas en conseil municipal avant de le diffuser. Alors, de toute façon, voilà, ça a été prévenu maintenant. Certes, vous avez le questionnaire, j'entends votre parole et ça fera mieux la prochaine fois. Moi, je voudrais juste apporter une précision. Donc, il y avait un skatepark là-bas. Le fait qu'il soit isolé par rapport à la route, donc il avait été entièrement dégradé. On a eu des problèmes de drogue, d'alcool, de squatteurs sous les structures. Oui. Donc ça avait été très compliqué ça. Non voilà, donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il a été démantelé pour ça, et notamment ici pour des raisons de sécurité, parce que je croyais qu'en bois ça commençait à être dangereux. Là on est en fer.
C'était tout en fer. Non, il y a une partie qui est J'en ai vu faire et j'ai vu quelques écharpes justement de du revêtement, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Bref. Par contre, c'est pour ça que dans la politique, et j'insiste encore une fois, dans le futur recrutement du policier municipal, on parle de 2024. Et dans les arrêtés qui seront pris, c'est comme pour la petite aire de jeu qu'il y aura ici, le parc sera entièrement fermé avec un arrêté. Ça, c'est important. Il n'y aura pas de lumière, ça c'est aussi important. Et donc, en tout cas, dans l'objectif, dans le fait de pouvoir éviter les problèmes du passé. Donc, du coup, il y aura quand même des rondes et des tournées. Après, on n'empêchera pas Pierre Paul-Jacques. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une fréquentation de tout le monde. À l'époque, le skatepark n'était pas fréquenté par toutes les générations. Là, le fait qu'il soit fréquenté par toutes les générations, ça permettra toujours d'avoir du monde. Et en fonction de comment il est fréquenté, ce qui est important après, c'est de faire monter éventuellement les dérives. Il faudrait juste que soit on le fait au milieu des habitations, et là c'est pas la peine, soit on le fait dans un endroit à peu près, je ne vais pas dire isolé parce qu'il n'est pas forcément isolé, parce qu'il faut juste se dire que juste avant c'est aussi constructible, et qu'il y aura tendance, dans l'avenir, il y aura forcément des habitations, si ce n'est pas demain, ça sera après-demain, qui vont se construire, mais on n'a pas le choix. On est obligé quand même de le mettre à un endroit qui ne sera pas. Non, je dis pas que c'est une mauvaise idée, c'était juste pour rappeler l'historique. Mais c'est pour ça qu'on veut le clôturer. Alors on souhaiterait le clôturer, mais s'il doit être ouvert à tout ouvert, mais s'il est clôturé, quand j'ai clôturé, ce n'est pas forcément des barrières, ça sera aussi éventuellement clôturé par une barrière naturelle. Pour y avoir un arrêté préfectoral. Pour éviter les deux roues. Pour éviter les deux roues. Mais par contre, on peut même, voilà, des choses comme ça. Les deux roues, c'était même pas trop le problème, c'est qu'on avait, notamment, c'était du verre cassé. Oui, non, mais c'est vrai. C'était dangereux pour les gosses. Ouais. Non, mais j'entends. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir des tournées supplémentaires et d'avoir un peu ça. Vous parlez d'aménagement en termes de mobilité, mais en termes de stationnement, comment ça va être géré sur l'espace? Alors justement, les stationnements, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au début du processus, on a réfléchi. Quand on regarde un peu ce qui se passe, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir amener de la mobilité douce. C'est-à-dire que sur les espaces comme celui-là, on ne veut pas 70 places de parking. Il y aura quelques places de parking, devant, 4-5 places. Le reste, ça sera moto. Le but pour nous aussi, je vais vous le dire, c'est pas d'accueillir les populations de tout le monde, les autres communes. Saint-Romain est une des rares communes à avoir d'espace, donc si déjà nos jeunes ou nos plus anciens, on ne sait pas encore ce qu'on va y mettre dedans, puissent y venir, et de préférence en mode doux. Donc le stationnement, il y en aura, mais il n'y en aura pas beaucoup. Vous parlez d'espace intergénérationnel, mais bon, on sait très bien que certaines personnes ont quand même besoin de se déplacer en véhicule, oui. Et après pour être sur le lieu, il y a quand même une demande de stationnement. Alors vous parlez de 4 ou 5 places, est-ce qu'elles seront réellement suffisantes? Parce que une fois que le lieu est connu, on sait très bien que la fréquentation peut être beaucoup plus importante. Si c'est fréquenté, de toute façon, il y aura des interdictions de stationner. Et justement, autour de cet espace, il y a vraiment une volonté d'avoir une image autour de cet espace, de travailler sur l'environnement. Et la mobilité douce en fait partie. Donc j'entends en fait que oui, si on vient de Baran et qu'on a, je ne vais pas schématiser, mais voilà, on a des problèmes de mobilité, possédant du à l'âge, du à une maladie ou peu importe. J'entends qu'on puisse venir en voiture, qu'on vienne en voiture. Et bien c'est comme pour tout, à un moment donné, on ne fera pas un carrefour, on ne fera pas 15 places. Mais pour l'instant, c'est pas encore acté, c'est tout un travail. Là, ces questions-là, on se les est posées, mais on ne les a pas décidées à l'avance. Parce que même en termes de mobilité, en fait, ça ne va pas s'arrêter sur le périmètre début de chemin de paradis et jusqu'à l'espace. Non. Parce que quand on regarde sur la suite par rapport au port, où la route est quand même assez étroite, donc il y aura quand même un aménagement qui sera conséquent un petit peu de part et d'autre. Ouais. Après, c'est pas une route aujourd'hui où il y a beaucoup de circulation, mais il y en a. Il y en a quand même. Il y en a. Alors chemin de paradis, chemin des sables, alors à l'entrée du chemin des sables, oui. Vers moi, il y en a un petit peu moins. Donc il y a quand même un trafic routier quotidien par les personnes qui Oui, mais ça changera. Quand je dis là-dessus, ça ne changera pas. Je ne suis pas persuadé qu'on fasse moi, c'est plus sur la chemin de paradis, éventuellement du port
sur tout chemin de paradis. Chemin des Sables peut-être dans un deuxième temps. Alors, je ne parlais pas d'un aménagement au sein du chemin des Sables, mais simplement sur ce périmètre, cette intersection en fait, oui. où on a besoin quand même d'avoir un champ visuel qui soit assez, assez élargi. C'est ce que je voulais laisser entendre. Ça ne concernait pas du tout un aménagement sur le chemin des Sables. Je n'avais pas compris. Loin de moi cette idée. Parfait, parfait. Okay. Ça sera peut-être l'occasion d'aménager aussi quand même ce chemin du paradis, puisque cette intersection, vous savez que ça arrive pas très vite. C'est le point sur lequel j'insiste. Il y a la même au bout. Et le stationnement aussi. Avec le chemin du PR. Donc, pour revenir là-dessus, il faut savoir que l'aménagement en fait, du mode doux, on va prendre en compte le Payard, le port, etc. Le but, c'est qu'on puisse amener tout le monde de partout en sécurité. Oui, mais... Donc c'est quelque chose qui est bien plus vaste que juste le périmètre. J'entends, simplement, il n'y a pas que le déplacement en mode doux, il y a le déplacement en structure carrossable. Hein, voilà, c'est le point sur lequel j'insiste un peu, quoi, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas avoir qu'une vision sur l'espace arrivé aux limites du skate, de l'aménagement intergénérationnel. Il faut avoir une vision sur l'ensemble du périmètre, pour moi. Hein. Oui, non, mais c'est justement pour ça qu'on va travailler sur un périmètre qui est élargi. Et ça va du Girondin au Payard, au port. Et ça va faire tout le tour. Et ça, en commission travaux, on a déjà des gens qui sont positionnés. On va travailler là-dessus. En collaboration avec les. Il y a déjà donc, une urbanisation un peu plus importante sur un côté, mais il peut y avoir une future urbanisation de l'autre, donc une fréquentation carrossable qui sera un peu plus importante sur les années à venir. Donc autant bien le préparer. Oui. Oui, non. Juste pour préciser, j'en avais parlé en conseil du 28 février de l'espace intergénérationnel, au compte rendu pour la retrouver. Donc c'était pas non plus sorti comme ça. J'en étais là. Et enfin, non, ça je le laisserai pour plus tard. Tac, tac, tac. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est une réunion publique des élus. Donc j'espère que les élus qui sont autour de cette table, soit pour ou contre, soient présents. J'ai invité le 12 juin à 18h, donc c'est lundi 12 juin à 18h, les élus des communes, les maires des communes et les élus des communes environnantes, ainsi que nos élus de tutelle, députés et sénateurs, concernant le projet de centrale hydroélectrique barrage. C'est de ne pas faire de lapsus et pas rajouter le mot pont. Ce projet-là commence à avancer. Il avance, mais pas forcément comme je le souhaiterais. Pour rappel, il y a une CNDP, une Commission nationale du débat public, qui va commencer sur le dernier trimestre 2023. Pardon. J'ai rencontré des garants qui vont nous expliquer comment ça marche. À ce jour, la CNR et en tout cas, de mon point de vue, n'a pas la même façon d'informer le public. J'informe le public, déjà j'informe les élus et j'informe les publics sur le site et j'informe avec des convocations, des invitations individuelles. En tout cas, je ne charge pas Pierre-Paul Jacques de faire des convocations. En fait, on n'est pas d'accord sur comment l'information va pouvoir arriver dans chaque demeure, chaque chaumière d'un Jalles-Romain. Pour moi, il est important, et je le dis et je le répéterai, mais que tout le monde ait l'information sur ce dossier, qui est le dossier majeur de notre commune. Donc, on a décidé de fonctionner en deux temps. Information des élus, car beaucoup d'élus ne connaissent pas ce projet alors que c'est un chantier de territoire. Donc, comme je l'ai dit, le 12 juin à 18h, en présence de la presse, pour information, vous avez peut-être pu voir, il y a eu une interview où officiellement et publiquement, avec les éléments que j'ai en ma possession à ce jour, je me suis positionné contre cet ouvrage. S'il y en a qui veulent savoir pourquoi, on est le 12, autrement pour en parler. Et donc c'était à la nuit Dauphiné Libéré. J'ai eu l'occasion mercredi dernier de faire une interview avec Le Monde pour exprimer aussi ma position, une interview qui sera retransmise mi-juin, puisque ça fait partie d'un grand reportage avec une quarantaine de journalistes du Monde qui travaillent sur le Rhône.
Et donc forcément, quand on travaille sur l'eau, on travaille sur les ouvrages qui longent le Rhône. Je rencontre jeudi, merci Richard, je le dis toujours, mais c'est la mise de l'alarme du théâtre qui fait ce truc-là. Je rencontre jeudi une équipe de télé de France Télévisions, pareil, qui travaille sur ce projet-là, et donc qui m'a sollicité. J'ai demandé aussi à ce qu'ils sollicitent la CNR, puisqu'il y a un moment aussi, la CNR doit aussi publiquement s'exprimer. En tout cas, moi, je leur donne la possibilité. Encore le 12 juin, je les ai invités pour qu'ils viennent. Voilà. Ils ont décidé de ne pas venir. On avancera sans la CNR pour informer les élus. Donc, le 12 juin, il y aura les associations protectrices de l'environnement. D'accord ? La réunion, elle ne va pas être longue. 18 h, en 1 heure, grand max 1 heure et demie, on aura fait le tour. Ce qui est important, c'est d'aller in situ et de voir ce qui se passe et ce qui va se passer et quelles seront les incidences pour nous. D'un tel ouvrage sur l'environnement et au cas où d'un fond. Voilà. Après, oui, quand on me demande mon avis à un journaliste, je ne botte pas en touche avec les éléments que j'ai. À ce jour, je ne suis pas favorable pour ce projet-là, vu comment il m'est présenté. Donc voilà, je vais vous faire un petit rappel, donc j'espère que beaucoup d'entre vous seront présents. Juste pour vous préciser, voilà, deuxième quinzaine de septembre, la même chose sera faite avec les administrés. On a des référents de quartier, on a des personnes qui nous habituent. Je ne trouve pas que vous serez là deuxième quinzaine de septembre, donc mais faites passer le message et tout ça sera sur nos réseaux. Pourquoi deuxième quinzaine? C'est pour qu'on soit mobilisé. La CNDP, Commission nationale du débat public, va normalement être ouverte à partir d'octobre. Et j'ai pas envie qu'on perde des forces en présence. Ça nous concerne, ça concerne le territoire, mais ça concerne quand même avant tout les jalous romains et les loyautés, puisque ça sera sur notre territoire. Voilà. La CNR a expliqué son... Oui, mais je ne comprends pas cet argument. La CNR estime que ça peut biaiser la CNDP, et en fait la CNR, si vous voulez, le 31 mars, elle avait accepté dans un premier temps sous réserve de l'acceptation du chef de projet, bon j'en ai déjà parlé par le passé, de participer et d'informer, comme on a fait au mois de décembre, les jalous romains sur ce projet-là. Ils ont pensé que ça pouvait nuire à la légalité de la CNDP, Commission nationale du débat public. En ayant vu la semaine dernière, mercredi, ça fera une semaine de mémoire, je ne sais plus, les garants ont dit non, les modalités de la participation du public sont libres. Donc justement, ça met en place une véritable participation du public. Le problème, c'est un problème politique. Ma façon de voir la politique sur ce dossier-là et sur la plupart des dossiers, c'est de pouvoir avoir ces personnes-là qui puissent s'exprimer, peut-être qu'ils puissent avoir l'information. Si c'est pour faire une annonce dans le Dauphiné libéré ou demander de faire un truc sur les réseaux, ça ne suffit pas. Et si c'est pour attendre le mois d'octobre, ça ne suffit pas non plus. Parce que depuis le mois d'octobre, il y a des choses qui ont évolué. Moi, sur le projet, on m'avait dit que c'est le projet de Saint-Romain-de-Jalonnas. Mais là, vous savez quoi? On peut faire un pari entre nous. Hein. La centrale hydroélectrique, c'est le projet Elia, elle sera sur le Loyauté. Voilà. Sauf qu'en fait, on parle de Saint-Romain parce qu'on ne peut pas faire référence au projet de 1980, qui avait capoté notamment, je vous le rappelle, pour des raisons écologiques, pas que, mais quand on reprend les archives, pour des raisons écologiques, parce que du côté d'Anton, là-bas, Danton, je ne sais plus, les platanes, il y a quand même une zone Natura 2000 à la confluence de l'Ain et du Rhône. Et tout ça, il faut juste se dire quelque chose. Le Rhône, d'après les documents de la CNR, mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails parce que le sujet, je peux en parler des heures, va être modifié sur 26 km en amont et en aval. Il reste 5% sur les 520 km du Rhône, de cours d'eau. Il reste que 5%, 25 km de Rhône naturel. Et l'homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Bam, il veut encore y mettre son grain de sel, il doit rajouter tout ça pour 37 MWh. Tout ça pour 230 millions estimés en 2018, peut-être demain 300. Et son rigueur de la CNDP, monsieur le maire, on peut aussi envisager les 500 millions d'euros. Voilà. Tout ça, on aura le temps d'aborder ces questions le 12 juin, les aborder aussi avec les jaleux romains. Bref, voilà pour mon tour de table. Si, dernière chose, et après promis je ne parle plus. Nous travaillons depuis un moment, je sais que certaines personnes souhaiteraient que ce soit plus rapide, mais on ne peut pas faire tout n'importe quoi sur les abeilles au niveau du cimetière.
On a travaillé avec des apiculteurs, on a enfin la structure, on a passé commande et on reçoit le matos vendredi. Concrètement, on va y accoler une ruche. Donc on a fait demande d'agrément. La ruche en face de la mairie, qui n'était plus habitée depuis 5-6 ans, qui est, selon les apiculteurs, une niche à frelons ou à guêpes, parce qu'en fait, une ruche qui n'est plus utilisée est une ruche où n'importe quelle bébête peut aller habiter. Et donc du coup, on a récupéré ça et on va le mettre contre l'église. Ça permettra aux abeilles de prendre l'envol par-dessus et donc ça permettra, de par les points de vue des différents apiculteurs qu'on a sollicités, ça ne permettra pas plus des vols bas et donc d'embêter les gens qui, bien évidemment, vont voir leur défunt. Et en contrepartie aussi, ça évitera de tuer nos abeilles, qui, je vous le rappelle, est quand même une espèce protégée dans laquelle il faut faire attention. Si jamais cette solution ne fonctionne pas, on verra encore différemment. Mais c'est la solution la plus naturelle. Voilà. Je sais que ça fait un moment qu'on en parle, mais il a fallu beaucoup de temps. Parce que ça va être une structure un peu compliquée. Le but du jeu, c'est que ça ne tombe pas et que ça permet quand même l'envol des abeilles. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais donner la parole sur ma gauche. Ah non, ça sera pour M. Martin. Je vais laisser la parole à Sylvie. C'est quelque chose qui se fait le dimanche. Samedi ? Vendredi. Ah, samedi. Vendredi. Alors, vendredi 2, nous avons la fête des parents. Donc, cette année, comme l'année passée, on va faire des jeux, tournois sportifs, avec des équipes parents-enfants. Donc, vous avez rendez-vous à 18h. À 18h, on préparera les équipes. 18h30, début des manifestations. Et puis après, donc, le CCAS offrira un apéritif. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Même ceux qui ne peuvent pas participer, vous pouvez venir encourager vos enfants, vos petits-enfants. Il n'y a pas de souci, on vous attend. Le samedi 3 juin, nous avons la tournée d'été des seniors. Et dimanche, on ne fait rien. On se repose. Le CCS se repose. Voilà. On a entendu. Merci. Bonsoir à tous. Et pour reprendre ce que vous dit un peu Sylvie, si vous ne savez pas quoi faire à Saint-Romain au mois de juin, écoutez un petit peu, prenez vos agendas, car le mois de juin est très chargé. Ça commence déjà dès demain, puisque le 31 mai, on ne pourrait pas aller avec eux, mais en tout cas le tennis se déplace avec leurs jeunes enfants à Roland-Garros. Peut-être tôt demain matin à 6h, ils partent direction Saint-Exupéry pour aller voir un peu des Roland-Garros, quelques champions. Ensuite, nous avons du 2 au 8 juin l'Open, toujours le tennis qui fait son Open réservé jusqu'au 4e série, donc c'est les niveaux. Le 3 juin, un concours pétanque qui est ouvert à tous, donc les amateurs. C'est bien, il s'agit bien de la pétanque, pas la lyonnaise, il ne faut pas confondre. Nous avons ensuite, toujours le 3 juin, à 19h, la chorale qui nous fait un concert à l'église. Là aussi, je vous invite à aller un peu les écouter. 3 et 4 juin, toujours pareil, le tennis de table assure titre et barrage. Donc, encore une fois, du championnat et des choses comme ça. Le 5 juin, nous avons la commission participative Acte 16 qui se tient en mairie de 18h30 à 20h30. Dans la continuité de la démocratie participative, nous avons le 9 juin le conseil de quartier de Chevramont qui se fera donc en mairie de 19h à 21h. Initialement prévu à 18h30, mais nous avons les élections des grands électeurs qui se fera avant de 18h à 19h. Donc de 19h à 21h pour le quartier Chevramont. Le 10 juin, nous avons ensuite un autre conseil de quartier qui va se dérouler donc de 10h à midi pour le quartier Le Port, toujours en mairie bien sûr. 14h à 16h, ça sera le quartier Malaval qui se réunira également. Le 10 juin, concours de l'amicale Boule. Donc là, cette fois, c'est de la lyonnaise, le 10 juin. Le 11 juin, nos jalonnades du comité d'animation qui se réuniront une fois encore pour faire venir de jeunes futurs olympiens, je ne sais pas. En tout cas, nos jalons romains seront là. Le 16 juin, le gala du judo. 16 et 17 juin, la fête de la musique organisée par l'association Jamine. Le 17 juin, toujours pareil, conseil de quartier Grand Passieux, de 10h à midi en mairie. Ensuite viendra le quartier des Épinettes de 14h à 16h en mairie toujours. Du 17 au 18 juin, les journées européennes de l'archéologie. 18 juin, toujours, tournoi interne et assemblée générale du tennis de table.
Du 23 au 27 juin, la fête foraine qui revient pour la première fois. On y va? C'est en vogue. La fête foraine, c'est en vogue. Ça vous va? 24 juin, l'Assemblée Générale du Tennis. Le 25 juin, la journée... 24 juin, les Mosus. Les Mosus, représentation de théâtre. Je ne vais pas noter celle-ci. Je m'excuse auprès de la présidente qui est présente. Le 25 juin, journée familiale du volley. Le 30 juin, gala de danse du comité d'animation. Le 30 juin, l'Assemblée Générale du basket. Et enfin, pour finir et commencer le mois de juillet, 1er et 2 juillet, la kermesse du sous des écoles. Ce week-end aussi, la journée des jardins antiques, oui. Et la bibliothèque sera présente, et les jardins antiques avec Elvire et Robert Royer. Il y a du volume, vous m'excuserez d'avoir zappé quelques... Ah non, mais on t'excuse, franchement, il n'y a aucun problème. Il y a une grosse liste. Et les conseils de quartier, ils ne se font pas dans le quartier? Alors, justement, c'était à définir. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui insisté en parlant de mairie. Voilà. Ça sera affiché de toute façon sur les réseaux et sur les panneaux. Et juste un petit clin d'œil aussi ce soir pour vous confirmer que les urgentistes ne font pas que de la biologie. Donc, si mes doigts sont encore là, c'est grâce à eux. Donc, je vous confirme bien qu'ils ne font pas que de la bobologie. Pardon. Allez, bonne soirée à tous. Est-ce qu'il y a un petit peu d'avancement au sujet du projet d'aménagement du parking du centre commercial? Alors, au niveau du notaire, parce qu'on a un problème avec le notaire, il ne voulait pas faire l'acte. Notre notaire historique, je ne vais pas le citer, mais voilà, vous le connaissez. Et donc, à un moment donné, on dit, bah voilà, on va arrêter tout ce qu'on fait avec vous, et là, il vient de se manifester. Donc, alors où on se parle, on va lancer le Schmilblick, mais vous avez pu le voir, on n'a pas voté au budget. Le but aussi, c'est de travailler. Il y avait des esquisses de ce qui avait été fait sur le précédent mandat. On voudrait revoir quand même un certain nombre de choses, peut-être mettre un peu plus de verdure, en sachant qu'il faut quand même intégrer, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut intégrer aussi le fait qu'un jour, j'ose espérer qu'il y ait un nouveau bar, une nouvelle personne qui reprenne le bar de Saint-Romain. Voilà. Et puis peut-être aussi au niveau de la boulangerie, voilà, j'ai des demandes pour refaire un peu différemment, pour créer peut-être un espace où on peut prendre le café dehors. Donc tout ça sera aussi en travaux au niveau de... Alors, avec les conseils de quartier, mais aussi avec, pourquoi pas, l'Alliance citoyenne, mais aussi forcément avec les commissions. Donc à l'heure où on se parle, rien n'est fait. Et là, je crois que c'est enfin depuis une semaine, alors ça fait depuis le mois de mars, je crois qu'on court après, il vient de nous faire un retour. Parce que concrètement, une rétrocession à 1 euro symbolique, qui n'est même pas versé d'ailleurs, et ben, ça fait faire beaucoup d'actes au notaire, ce que je peux comprendre, pour rien à la fin. Donc il a laissé un peu courir, mais à un moment donné, nous, on a besoin quand même de cette rétrocession. Il y a juste quelque chose quand même qu'il faut vérifier entre la délibération, c'est qu'il y a les parcelles qu'on doit vérifier, parce que je crois que le conseil de syndic a délibéré, mais n'a pas délibéré sur toutes les parcelles. Et donc je crois qu'ils ont des biens que 2 ans. Donc s'ils veulent qu'on reprenne derrière, qu'on entretient, par ailleurs, il faut qu'on voit avec eux. Voilà. Donc pour répondre à votre question, alors on se parle, rien n'est décidé. Et concrètement, ce sera un projet pour 2024 ou honnêtement, Géraldine, oui, si je pourrais, ce serait bien. Sauf que si déjà on a le projet du Géoparc, au niveau des finances, je suis très sûr que ça passe, même si au niveau du Géoparc, à la sortie, je pense que la commune ne va pas sortir grand-chose. On y reviendra plus tard. Mais pour ce projet-là, tout dépendra du budget qu'on émettra en mars 2024. Et si ce n'est pas pour 2024, ça sera pour 2025, et si ça sera pour 2025, ça sera pour 2026. Mais honnêtement, c'est un projet qui est important, même dans le cadre de la révision du PLU. On est allé aussi sur place, justement, pour expliquer que finalement, notre lieu de vie commercial, aujourd'hui, c'est celui-là. L'autre lieu de vie, c'est la Claire des 100 bêtes avec un côté Centracom, et de l'autre côté le Five, mais bon, on ne peut pas se rencontrer. Voilà. Donc, il y a d'autres hypothèses aussi pour développer d'autres choses à d'autres endroits, mais aujourd'hui, ce qui m'importe aussi, c'est de savoir qui vient au niveau de ce bar. C'est important, parce que je pense qu'il faut retravailler aussi la terrasse de ce bar. Il est très probable qu'on fasse quelque chose d'agréable aussi. Mais encore une fois, voilà, c'est dans ma tête, on aura le temps d'en parler, d'en discuter, mais il faut aussi peut-être remettre... Alors, on va enlever de la verdure, mais il faut en remettre aussi.
Il faut aussi créer des places de parking, il faut essayer de revoir aussi l'accessibilité. Donc tout ça, ça demande du boulot, et puis ça demande aussi pas mal d'argent. On a dit, il va falloir sortir un petit billet. Et là-dessus, au niveau des subventions, il y a un peu de voirie aussi, ça va être compliqué, donc à voir. Donc ça se trouve, c'est en projet, mais ça ne serait peut-être pas réalisé sur ce mandat. Voilà. Déjà, on va faire en sorte que légalement, juridiquement, on puisse être dans les clous. Et après, en fonction des pépettes, je dirais oui, ça serait bien, c'est en 2021-2025. Voilà. Et en tout cas, les deux projets existants qui avaient été présentés par vous ont été présentés en commission participative et en commission de travaux également. Il y a un sujet, une grosse discussion. On est reparti de ce qui avait été déjà travaillé pour expliquer que c'était déjà un projet. Forcément, il y aura des modifications parce qu'on n'a pas le même œil, mais le but, c'est quand même de créer quelque chose de convivial. Après, c'est surtout en termes de sécurité, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus important au vu de la fréquentation et du trafic quotidien qu'il y a. On sait très bien, et le bureau de tabac, c'est minimum 600 passages jour. Voilà. Après, il faut aussi qu'on revalorise l'espace qu'il y a en face, au niveau de la fontaine. Il y a un parking. Ce parking, il commence à être connu, mais il y a des gens qui commencent à se garer, notamment quand ils vont aux urgences, quand ils ne se garent pas sur les places interdits de stationner. Mais quand on va au bureau de tabac, on peut se garer à la fontaine. Il faudra juste aussi qu'on fasse une communication un peu différente, parce que on communique aussi là-dessus, parce que c'est un truc. Et ce parking, finalement, il n'y a pas grand monde qui s'y gare, sauf les gens peut-être qui habitent. Mais en journée, il n'y a personne, et ça pourrait servir à certains moments propices, notamment vers entre 16 et 18 heures. Une grosse affluence. Juste pour rebondir, on a eu une réunion de la communauté de communes qui nous ont mis en vision une étude sur les médecins. Il faut savoir qu'au niveau de l'ARS et de la communauté de communes, nos 3 urgentistes qui rendent réellement service sont comptés comme des médecins généralistes. Donc il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'on ait un coup de main ou de l'ARS ou de la Comcom. C'est comme les médecins de l'OIEC aussi, ils sont comptés comme nos médecins. Ce Tignot aussi, essayez d'appeler Tignot, vous verrez comment vous serez accueillis. Je suis intervenu parce qu'en plus, à un moment, on disparaît totalement de la carte. On est au milieu, mais on n'apparaît plus. Saint-Romain-de-Jallenas a été effacé. Bug ou pas bug, on ne sait pas, mais ça passage rien pour nous. C'était juste une aparté que je voulais faire au niveau de la Comcom. Après, je voulais savoir si vous pouviez nous donner un petit peu ce qui va se passer au niveau des travaux de la DICT là, qui est faite au niveau de la liaison voie verte Virona. Je voulais savoir si tous les propriétaires avaient été contactés par la communauté de communes suite aux travaux et s'ils avaient pensé justement au fameux barrage, puisque la première voie qu'ils veulent utiliser, a priori, serait la voie de desserte pour la liaison du barrage à l'ERD. Alors pour la première question, sur la première remarque au niveau des urgentistes, j'ai eu hier la CPTS, donc je crois que c'est la commission professionnelle, des professionnels CPT, territoire de santé, voilà, CPTS, pour travailler sur le livret, donc pour réaffirmer que Saint-Romain avait des disponibilités possibles, envisageables pour Saint-Romain. Donc ça c'est une première chose. Et en effet, nos médecins sont traités comme une force vive, alors que, grosso modo, on n'a eu aucune aide publique et qu'en fait, on a des médecins. Et ils sont comptabilisés à 3, j'avais oublié. Non, ils ont mis 2. Non, ils ont mis 3. Alors, sur le document, c'est 3. Alors, ils ont mis 3, mais en fait, c'est ce que je leur ai expliqué, c'est qu'en gros, nos urgentistes, ils sont 1. Et après, ils tournent. Et en fait, ils ne sont pas 3, en fait, ils sont 6 à tourner. Mais sur le papier, c'est 3. Donc du coup, après, alors moi j'avais donc c'est vrai que la vice-présidente avait commencé par ça parce que c'est une remarque que j'avais fait aussi au préalable et on nous a dit que le document avait été fait il y a un petit moment, il n'avait pas été mis à jour. Pour Robert Ferrona, je n'ai aucune information, il y a une réunion demain à 10h30. Alors c'est un dossier qui est géré par Sylviane aussi, qui suit aussi au niveau de la mobilité. Donc il y a une réunion demain à 10h30 en mairie, je crois d'ailleurs. Voilà, donc on en saura un peu plus. Donc je demanderai, on notera qu'elle puisse intervenir, une question qu'on posera, et qu'elle puisse intervenir pour le conseil de juillet. Moi j'ai jeté un coup d'œil vite fait sur le tracé qui est proposé. C'est pas une voie dédiée, c'est une voie partagée, la liaison.
certainement. Donc, au niveau mobilité douce, je vois pas ce qu'ils emmènent, quoi. Et puis, quand on parle de l'impact du projet de barrage, voilà, on est carrément dans les arguments qui sont, en effet, est-ce que vous avez pensé au barrage ouais, au barrage. Et puis, au fond, à savoir quand même, et ça je le dis, c'est pas bien, mais je le dis quand même, quand on regarde Google Earth, la voie qui est sur la droite, c'est intitulé quand même Chemin du pont de Jalionas. Jalionas d'ailleurs avec 2 N, ne me demandez pas pourquoi. Chemin du pont de Jalionas. Moi j'espère que c'est pas prémonitoire. Mais voilà, donc c'est une petite aparté. Ouais, ça rapproche la carrière. On est aux carrières vers le mini. À nous après de dire. Après à nous de dire. Donc, on prend un chemin goudron, après on prend un chemin qui est déjà existant, donc déjà au niveau travaux, je vois pas ce qu'ils vont faire. Il faudra aussi rattacher Chavanos, il faudra rattacher, alors pas avec la voie verte, mais rattacher aussi, donc ça sera certainement par plus Tigneux. Il y a des choses à faire entre. Ou un pont entre Saint-Romain et Loyette, mais un petit pont, une petite passerelle pour les vélos. Donc, si vous voulez faire un pont de Loyette qui part de Loyette, il faut monter directement sur le plateau et distribuer après sur le pont. La passerelle, elle est envisagée entre Loyette et Saint-Romain le long du pont. Une passerelle, elle est envisagée le long du pont. C'est existant. Le pont existant. Oui. Sur la mobilité douce. Elle est envisagée. De toute façon, quand on voit le pont de Loyette, pour ceux qui y passent en vélo, c'est un suicide. Ah oui. Voilà. Et je tiens encore à le préciser, quand on fait le feu d'artifice du 14 juillet, mais alors déjà à l'époque j'étais pas maire, maintenant je crois que je le suis encore plus. Avant j'y allais pour voir le feu d'artifice, maintenant j'y vais pour être sûr qu'il y ait personne qui soit au milieu de la route, parce que je rappelle que c'est le feu de Loyette mais qui est tiré de Saint-Romain, et voilà, ça passe, c'est très compliqué. Et oui, en effet, les trottoirs sont très étroits. Il n'y a pas de place pour faire passer un vélo, c'est clair. Fin décembre, vous devez nous présenter un rapport sur l'expérimentation de l'extinction des feux, des lumières. Oh, punaise, elle est pas là. Ah oui, très juste. C'est vrai. On a reçu des factures. Alors, la semaine dernière, première facture de 65 000 €. Et aujourd'hui, on a finalisé les factures, on n'avait pas les éclairages de 20 et quelques minutes, de 30 et quelques minutes. En gros, on a payé 53% du budget, de ce qu'on a prévu au budget. Ce qui est plutôt correct, puisque du coup, forcément, on a eu pas d'univers qui était là. Donc, on attendait aussi d'avoir ces factures-là, comme ça, on pourra comparer déjà expressément avec ce qui a été fait auparavant, et puis on va essayer de voir aussi quel est l'impact du prix, et quel est l'impact aussi du fait qu'on ait éteint les éclairages. Donc, on va le noter, ça tombe un peu. Cette délibération a été soumise à ce rapport, donc pour l'instant, elle est caduque avant décembre. On devait statuer sur le rapport pour continuer l'expérimentation ou pas. Donc pour l'instant, la délibération est caduque. Il y avait une clause de revoyant à l'intérieur. Mais il n'y avait pas assez trop. On regardera la délibération. Toujours est-il que maintenant, c'est important que vous sachiez qu'on a touché. Et puis on a perçu sur les 30 et quelques mille euros l'amortisseur qui correspond à 5-6 000 €, je pense pas plus. Et par contre, sur la facture de 65 000 €, on n'a encore rien touché. Voilà. Mais ça fait. Je sais que la comptable, quand tu avais le chiffre, même si c'est pas au budget, elle a fait waouh. Voilà, à payer avant 14 juin. Bref, c'est comme ça. On notera. Ok, parfait. Je voulais revenir sur le fonctionnement de l'aménagement que vous avez fait au début de la rue du Stade. C'est un peu compliqué. Parce que je ne sais pas si, au niveau code de la route, c'est pas réaliste. Alors aujourd'hui, l'aménagement, on n'a pas eu de retour négatif dans les médias. On a regardé comment ça se passait le matin. On ne crée pas plus de bouchons qu'il y en avait avant. Mais par contre, aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres. C'est-à-dire qu'on a remis le radar pour vérifier ce qui se passait sur ce tronçon-là et on n'a pas d'extraction pour l'instant. Donc j'en parlerai plus le mois prochain. Moi j'invite vraiment les gens, quand ils ne sont pas satisfaits ou quand ils ont des remontées, à nous le faire, à passer. Parce que on peut entendre, mais si vous n'exprimez pas, pour nous, l'adage pas de nouvelles, de nouvelles. Donc
Voilà, j'entends Gilles, mais c'est vrai que si jamais des personnes, des riverains, ou pas que d'ailleurs, pas des riverains, mais déjà les Romains sont pas satisfaits pour ça, on pose une recommandation, ça fait bien. Sachant qu'à chaque fois, avant, toujours pareil, avant que ça soit définitif, ici on a convoqué, comme on a pu faire la dernière fois, notamment pour Varan, on modifie en fonction justement des remontées qui sont faites. C'est ça. C'est vraiment pour on est en face du bus, c'est compliqué de prendre des. Mais pour ma part, j'ai passé 3 matinées aux horaires d'école pour voir comment ça fonctionnait réellement. Et on n'a pas eu de problème et ça s'est plutôt pas mal goupillé. On avait une crainte sur le dernier, sur la dernière écluse, puisqu'on a la priorité entrante pour pas saturer la départementale. Et on s'est dit, si jamais il y a quelqu'un qui se colle en plein milieu, ça va empêcher justement de créer ce bouchon sur la départementale, et ça ne s'est pas produit sur les 3 fois où j'ai été. Donc, pour l'instant, ça passe, alors je reconnais que c'est fin, mais l'utilité de la chose, c'était effectivement qu'on ralentisse la circulation, et ça a l'air d'être le cas en tout cas sur ces horaires-là. Et le premier jour, on a même eu en passage, on avait des cars de touristes ou des cars d'école qui partaient quelque part, en plus du trafic normal, avec des cars qui se croisaient sur cet aménagement-là. Ils sont à milieu. Si c'est à milieu, je ne sais pas comment le deuxième fait pour passer. Non, ils étaient sur le côté. Honnêtement, s'ils suivent la signalisation que vous avez mis en place, s'il y en a un qui est coincé dans les plus du milieu, le deuxième il passe pas. Moi, l'autre jour, la dernière fois que je suis passé, j'ai failli prendre une voiture parce qu'elle n'avait pas vu que c'était à elle de s'arrêter. Oui, mais ça reste du provisoire. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, les panneaux et les sens de circulation, quand on ne les a pas appréhendés, il y en a effectivement qui grillent la priorité, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, de visu le matin, ça fonctionne. Dans l'immédiat. Sur le début de la rue du Stade, on a senti le fait d'avoir enlevé les aménagements. J'ai eu quelques riverains qui m'ont dit on voit l'avant et l'après, en effet, la vitesse est. C'est dommage d'ailleurs de ne pas pouvoir avoir fait l'essai sur la continuité. L'idéal, c'était la totalité de voir vraiment le fonctionnement réel. Parce que je suis sûr qu'en fonctionnement réel, ça sera encore différent de ce que vous avez là. Parce que là, il n'y aurait que l'accélération après tout ce qu'il y avait au départ. Parce que là, aujourd'hui, on a un bon élan. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on n'avait pas le matériel pour conserver la totalité de la rue du Stade. Donc, de ce côté-là, on n'avait pas trop le choix. Et comme on ne l'avait pas testé jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire cette expérimentation-là. Mais on vous donnera les retours, par contre. Bon, juste un petit point sur la Via Rona. Donc sur la sortie côté Hier-sur-Amby, donc ce week-end, il y a encore des voitures qui étaient descendues, qui étaient garées dessus. Or, pour l'avoir quasiment entièrement faite, jusque sur la commune de Garnas, sur le côté Boudron, sur notre côté. Sur notre côté à nous. À l'entrée d'hier. Voilà, ils descendent. Et en fait, il y a plein d'endroits sur la Via Rona où il y a des dispositifs pour éviter qu'il y ait des véhicules qui rentrent. Il faut leur demander parce que c'est tout le temps qu'il y a des voitures. Et en plus, je suis sûre qu'ils ne font pas demi-tour. Ils remontent, comme ils sont dans ce sens-là, mais ils remontent tout le chemin. Oui, non, mais quand ils reprennent leur voiture, ils ne font pas demi-tour pour remonter le truc comme ça, pour ressortir sur la. En plus, ils sont coupés en deux. Je suis allée une fois avec mon petit-fils et je me suis garée à l'intérieur, dans le champ. Ouais, mais. Pour faire des vélos. Ouais. Moi, j'ai interpellé quelqu'un qui était en voiture et je me suis arrêté, et en fait, c'était les 40 de la CNDP. Donc, du coup, il m'a dit vous êtes là, oui, qu'est-ce que vous faites ok. Bon, voilà. Mais oui, c'est toujours pareil, pas vu, pas pris, ou il faudrait qu'on regarde ça. Maël, Johan, Marianne, Karine, Gaël, Pietro. Redire vaut mieux 2 fois qu'une au niveau de la Grénothèque, donc bien sûr elle aura lieu samedi prochain, le 3, et en même temps il y aura l'expo des jardins antiques, donc tout ça. C'est plutôt l'inverse. C'est les jardins antiques et la Grénothèque vient se greffer. Oui. Parce que la Grénothèque est officiellement terminée, mais elle a été invitée par les jardins. Voilà. Donc une des dernières matinées Grénothèque. Voilà, c'est la dernière, et après retour en février 2024. Bien. Donc ça se passera au jardin antique
près de l'église, ceux qui veulent aller voir. Autrement, la belle saison, elle a recommencé, donc on va pas tarder à voir arriver des petites bêtes là qui piquent et puis qui font du bien ou du mal. Donc c'est les moustiques tigres, les frelons asiatiques. Donc essayer à titre individuel de les combattre comme on peut. Donc se reporter au texte qu'on a mis sur le petit guide éco-citoyen. Il y a deux, trois recommandations. Puis il y a aussi des sites qui sont cités où ça permet d'aller voir plus près ce qu'on peut engager comme... Les moustiques tigres, de toute façon, il faut, pour éviter leur prolifération, éviter tout ce qui est coupe d'eau, tout ce qui est eau stagnante. Voilà. Je me suis quand même renseigné parce que Tignu a investi dans 4 machines aspirantes. Des grosses bornes. Voilà. Alors moi j'avais vu ça dans le sud. Qui aspire. Qui aspire. Non. Je sais pas. Avec des phéromones, sûrement. En fait, tiens, avec du CO2, du phéromone, ce que tu veux. En fait, c'est une bouteille de gaz, c'est du phéromone. Et là où j'étais, quand j'ai vu ça dans ce camping dans le sud, là, j'ai demandé au propriétaire si ça marchait. Il me dit oui, ça marche. À 400 mètres à l'arbre. Je me suis dit, ça peut être plutôt pas mal. Alors, non, mais ça, c'est ce qui a été dit en théorie. Je suis resté sur cet avis, mais la personne qui m'a dit ça, c'était quand même pour faire les campings. J'étais pas persuadé que ce soit véritablement rien parce qu'il y en avait autour de la machine et il n'y en avait pas dans le sac. Bon. Donc, je me suis permis, lors du dernier conseil communautaire, d'interpeller le maire de Tignu en off et je lui ai dit. Mon cher Jean-Louis, j'ai vu que tu avais acheté ce type de machine, donc c'est à peu près 1 500 € la machine. Donc, calcul du cap. Est-ce que ça fonctionne bien? Il m'a dit, Jérôme, alors on se parle, c'est pas terrible. Donc voilà, donc ça veut dire que concrètement aujourd'hui, s'il y avait un remède miracle, on serait preneur. Chauve-souris. Mais oui, les chauves-souris, il y en a, mais les libellules, les chauves-souris, les grenouilles, voilà, les grenouilles, les crapauds, tout ça. Mais c'est malheureux, je suis obligé de vous le dire, mais si vous écrivez dans 2-3 semaines des courriers à l'intention de maire, vous avez le droit, en disant monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire contre les moustiques tigres? Eh bien, si j'avais la solution, c'est comme pour la rhododendron du Japon, c'est comme pour l'ambroisie, je la prends, je la mets en pratique. Mais même les machines qui coûtent une fortune ne fonctionnent pas. Après, on peut pas comparer notre territoire au territoire du sud qui sont envahis réellement de moustiques tigres. C'est sûr qu'ils doivent en attraper plus. C'était pas non plus un endroit, c'était pas. Mais peu importe, moustiques tigres, il y en a de partout. De partout. Et ça va être encore compliqué. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus nous qui allons lutter pour que ça fasse plus grand chose à notre peau plutôt que l'inverse. Alors, je ne sais plus si ça apparaît dans le petit guide, mais dans les coupelles pour les plantes, parce que comme on a souvent en sécheresse et on sait mettre de l'eau dans les coupelles d'eau, il faut mettre du sable. Pardon, du sable? Du sable. Ah ouais. Vous mettez l'eau et le sable et les moustiques ne peuvent pas pondre. Enfin, ils peuvent pondre, mais la larve, elle ne se développe pas. Et ça garde quand même de l'humidité et de l'eau pour la plante si vous partez 15 jours en vacances. Et bien penser à ça, parce que c'est ça qui est terrible. Moi, c'est plus il pleut, et puis il y a des flaques qui se créent, ou des bâches de piscine, des choses comme ça, et des eaux stagnantes hormis le fait. Oui, donc combattre un peu tout ça, effectivement. Il y a aussi une bestiole un peu plus grosse, c'est le frelon asiatique, là, qui nous envahit de plus en plus. Donc à nous de faire attention, de le déclarer, de le signaler quand ça arrive, quand vous tombez dessus. Clairement, pour avoir fait plusieurs signalements, jamais eu aucun retour. Ouais. Non. Et sur ce qui est noté dans le... Au CDS? Pour le CDS? Je sais plus, j'ai plus les... J'ai fait des remontées à 2. À 2, j'ai jamais rien eu comme retour. Ouais, ça, c'est pas bon parce que s'il y a un essaim, le CDS prend en charge, je ne sais plus combien, pour la destruction de l'essaim, que ce soit. Donc il faut nous faire remonter. Non, mais il parlait juste de faire remonter des captures d'individus sans parler de nid. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Peut-être à ce moment-là, ils font des statistiques. Alors je sais pas ce qu'ils en font. Ouais. Après, ça va sortir. Autrement, évitez de les attaquer vous-même. Faites pas trop les courageux, je ne le conseille pas. Voilà, donc il y a aussi après à combattre aussi l'ambroisie, la renouée du Japon. Donc ça, c'est des petits gestes quotidiens que nous devons avoir. Chercher à arracher les plants chez nous. Après, sur la voie publique et un peu de partout dans les champs, c'est plus difficile. Nos agriculteurs doivent s'en occuper. Et puis nos voiries aussi doivent réagir pour essayer d'en limiter la propagation. Bien, bonne soirée à tous. Merci Pedro, Madame Tirano.
Alors, aujourd'hui, petite surprise pour les enfants à la cantine, l'animation gaufre. On s'est bien amusé, c'était bien sympa. Pour le secteur jeune, les inscriptions pour le séjour été à Sanary ont eu lieu. Le planning des vacances d'été sera disponible dès demain avec de nombreuses activités. Et puis, CME, je disais surprise, voilà, une petite surprise. Avec les ados, donc nous avons organisé une journée Paris le 3 mai pour les jeunes élus du CME et les ados des chantiers éducatifs, pour leur permettre de visiter le Sénat. C'est une première qui a été très difficile à organiser, mais le bilan de cette dernière c'était excellent. On a passé une journée incroyable, mais je ne dirai pas la suite parce qu'en fait, le CME va se déplacer et expliquera tout ça. Donc, voilà. Et donc, il se déplacera pour le prochain conseil en introduction. Ils ont fait un film qu'on ne diffusera pas. On le diffusera au conseil de juillet, tout simplement parce qu'ils veulent juste expliquer leur expérience. On ne veut pas mettre en valeur tel ou tel sénateur pour X raison, encore une fois. Du coup, mais eux voulaient intervenir et donc ils vont tout simplement expliquer leur ressenti et comment ça s'est passé avec leurs mots. Donc ça prendra pas longtemps et après on procédera aux élections du Sénat. C'est la seule chose qu'il y aura en plus, une petite présentation de 5-10 minutes par le CME de son expérience. Monsieur Jean. Juste en complément pour la partie environnement, donc ce week-end de Jardin Antique, on lancera également officiellement le concours des jardiniers avec un peu de semaine de retard. On l'avait évoqué dans le cadre du livret éco-citoyen. On a souhaité un peu changer en termes de communication et notamment pour le formulaire d'inscription où il y aura un système de QR code. On ne ciblera pas tout le monde bien sûr, mais vous avez vu le formulaire forme qui est arrivé sur l'application Politeia pour pouvoir remplir en ligne. Là, il y aura le formulaire via QR code qui permettra d'alimenter le site internet et en parallèle les bulletins d'inscription papier classiques. Et je recommuniquerai également au CCS pour la tournée des anciens ce samedi, pour qui les QR codes ce sera plus compliqué. Voilà. Ce qui est important dans ce concours des jardins, c'est pas tout à fait le même concours que ce qui a été fait par le passé, c'est qu'on va primer différents jardins, du plus fleuri, du plus biologique, du plus paillé. Bon bref, il y a plusieurs concours, donc voilà, c'est intéressant parce que malheureusement, souvent c'était toujours les mêmes qui remportaient le concours, donc voilà, on fait différentes thématiques. Chaque jardin est beau, voilà, et il y a beaucoup de sueur souvent. Et voilà. Monsieur Martelin. C'est donc trop court. Non mais ça va aller comme ça. Donc un petit point urbain, donc jeudi 1er juin, on aura notre première réunion publique dans le cadre de la révision du PLU, donc qui sera animée par notre bureau d'études Verdi. Normalement, on devrait participer aussi les membres des personnes publiques associées, donc CAUE, le SCOT, Saint-Born, la direction départementale du territoire, peut-être des gens de la préfecture. Et en tout cas, donc, ça sera à 19h en salle Carlet. C'est pour faire un premier point justement sur l'avancée de tous les diagnostics qui ont été faits, immobilier, physique, enfin, tout ce qui peut être fait comme diagnostic sur une commune. Donc on vous attend pour tous ceux qui sont intéressés en salle Carlet le jeudi 1er juin à 19h. Donc il y a une communication qui a été faite sur les réseaux, il y en a une autre qui sera faite demain pour appeler, et le Dauphiné Libéré a été contacté, et on essaye de voir si mercredi ou jeudi. Alors, ils ont changé de format, donc pour les informations, c'est un peu plus compliqué sur la fluidité d'information. T'as fini ou pas? Ouais. Voilà, pour que tout le monde ait l'information, on mettra sur les panneaux, c'est mis sur les panneaux lumineux. On va vérifier, on mettra sur les panneaux lumineux, mais voilà. Donc on espère juste que le Dauphiné va pouvoir le mettre soit demain, soit jeudi, parce que des fois c'est compliqué, il y a beaucoup d'informations qui passent à la trappe. Ils ont revu leur ligne éditorialiste. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une des journalistes. Vous avez vu que les plus petits, ça fonctionne par rubrique thématique. Et en gros, ils me disent que si les informations sont déjà présentes sur les réseaux sociaux d'une commune, et ben ils les reprennent pour. Bon, ça c'est en théorie. Après, il y a des choses comme qui sont structurelles, donc j'espère quand même qu'il y a un genre de PMU. Voilà, c'est important, assez important pour eux pour qu'ils puissent le mettre sur les réseaux. Voilà, apporter l'information.
Oui, information importante, lundi 5 juin, don du sang à Saint-Romain. N'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, vous avez l'endroit où vous pouvez aller vous inscrire. Il est préférable de s'inscrire, mais bon, ceux qui ne sont pas inscrits, on arrive toujours à leur trouver une petite place. Mais si vous pouvez, inscrivez-vous. Merci. Merci Madame Deschadoz. On a fait les tours de table. Je vous rappelle, vendredi 9 juin, 18h, petite présentation du CME, élection des sénateurs, pas pour longtemps. Le public sera présent, on n'aura pas la parole à l'issue, et il n'y aura pas de tour de table. Et sinon, le prochain conseil municipal a lieu le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, ça n'a aucun rapport, mais peu importe. Alors pourquoi le 4 juillet? C'est parce que, voilà, comme ça, comme on sait que juillet-août, voilà, peu de choses qui se passent. Si on faisait trop fin juin, on voulait quand même avoir un maximum de temps. Voilà, je lève la séance, on coupe la caméra, merci à tous, et je donnerai, une fois que c'est coupé, la parole au public.